Bonsoir à toutes et à tous, il est 19h00 en direct depuis la France. Pour celles et ceux qui nous regardent à l'autre bout de la planète, vous avez forcément géré votre quoi de faire. Je sais même plus ce que j'ai à vous dire. Si, forcément, votre fuseau horaire. Bienvenue dans le Mardi c'est Rugby, encore un numéro exceptionnel. Dans quelques instants, ce sera Aymeric qui nous fera le plaisir de vous expliquer ce qui va se passer ce soir. Mais avant cela, je voudrais vous remercier une fois de plus, puisque semaine après semaine, nous sommes de plus en plus nombreux à vivre cet écrin de rugby dans une période un tout petit peu difficile, voire très difficile. Donc, merci à toutes et à tous d'être avec nous. Plus de 5000 la semaine dernière. C'est pas le nombre qui compte, mais on espère en tous les cas que le plaisir qu'on fait à créer cette émission, vous le prenez, ce plaisir, à passer ce moment avec nous pendant 1 heure tous les mardis. Aymeric est avec nous. Bonsoir Aymeric. Bonsoir Eric et bonsoir à tous. Je voudrais s'il te plaît que tu développes le programme d'aujourd'hui parce qu'on a un tout petit peu chamboulé les choses finalement semaine après semaine. C'est un peu ça aussi l'aventure du Mardi c'est Rugby. On bouleverse tout. Oui, en effet. Donc la première partie, Eric, sera consacrée à la journée, au débrief de la journée du top 14, de la 14e journée avec Stéphane Couture. Oui. La deuxième partie sera consacrée au directeur général de l'US Sénoise, Nicolas Mouscat. Et la troisième partie, où on va inaugurer un rendez-vous mensuel pour la Coupe du Monde 2023. Effectivement, France 2023, moi je fais comme si j'étais pas au courant alors qu'on l'a bossé tous ces jours. Effectivement, dans un petit quart d'heure, on sera en direct avec Nicolas Mouscat. Cette Coupe du Monde, ça va être un grand moment, mais d'abord, et c'est aussi peut-être pour ça que j'ai bafouillé, on va accueillir l'homme qui fait chanter les cigales même en plein hiver. Nous sommes normalement en direct avec monsieur Stéphane Couture. Salut Stéphane. Salut Eric, salut Aymeric, salut à toutes, salut à tous. Ah ben ouais, écoute, on a très froid sur la côte basque depuis quelques jours. Je te rassure, à partir de demain, ils nous annoncent des températures positives autour de 10-12 degrés, mais nous aurons le retour de la pluie. Ok, après ce point météo qui passionnera tout le monde, j'en suis sûr, on va évoquer, si tu veux bien, les matchs de cette 14e journée. Alors, on va mettre de côté tout ce qui était les pronostics, puisque même si tu as le gagnant ou la gagnante, je ne sais pas, on en parlera lorsque le top 14 reviendra d'une manière, j'allais dire, au moins de la plupart des matchs, puisqu'on sait qu'avec la Covid, on a eu quelques soucis. On va donc démarrer ce premier match avec le match du samedi entre le Castres Olympique et Agen, avec une victoire du Castres Olympique alors qu'ils étaient menés. Oui, tout à fait. Donc, on va dire que c'était un match entre un malade et un très grand malade. Le malade, c'est le CO qui a vraiment un début de saison qui n'est pas à la hauteur et au standing de cette équipe, qui est opposé à Agen. Agen qui est vraiment dans des difficultés assez costauds. Alors, les deux clubs ont changé récemment de staff. Le match a commencé sur un très bon début des Agenais, comme ils avaient fait d'ailleurs au Racing. Mais ensuite, la raison est revenue à l'équipe à la fois la plus costaud, puis également l'équipe qui a peut-être un supplément d'âme qui lâche rien du tout, c'est le CO, parce que c'est vrai que sur ces valeurs-là, on les attend, et là, on les retrouve très très bien. Le coup du sort, c'est évidemment l'exclusion de leur ailier dès le début du match. Exclusion qu'on peut qualifier de sévère. Ensuite, c'est une application à la lettre du règlement. Ça n'a pas empêché Castres, notamment sur la deuxième mi-temps, d'être pratiquement tout seul sur le terrain. On avait un peu de mal pour ces Agenais. Bon, mais les Agenais, je pense que clairement maintenant, ça va être la préparation de la prochaine saison. On ne sera pas à l'abri qu'ils fassent quelques coups, parce qu'à Agen, il y a des valeurs, et je suis sûr que ces valeurs, on va les retrouver. Enfin, quoi qu'il en soit, Castres, ce qu'on avait prévu avec les paris, a gagné à la maison avec un bonus offensif contre Agen. Le deuxième match, je rappelle à chaque fois, je le dis, mais c'est vrai, Philippe Sella sera avec nous, et s'il y a une figure emblématique dans le rugby en France, et même au-delà, et personnage marqué du SU Agen, bien, Philippe Sella, sera bientôt dans notre émission. Deuxième match entre Brive et Montpellier, et une victoire à l'arraché du CAB. Ouais, voilà. Là aussi, quand on parle de valeur, on a des équipes comme ça qui nous viennent en tête spontanément. Et Brive, il y a des valeurs.
Moi, je suis fan absolu de leur capitaine. Je trouve que c'est un gars qui a vraiment voilà, un mental d'acier et qui est surtout une capitaine mental et qui amène dans son sillage toute son équipe. Montpellier était venu aussi. Voilà, on t'avait ouais. perdu quelques secondes. On t'avait perdu 2-3 secondes. D'accord. Ouais, je disais que Montpellier également bête blessé. Philippe Saint-André qui a repris la place de Garbajosa sur le staff à Montpellier. Ça a failli marcher. Le problème, c'est que cette équipe de Montpellier, elle est encore malade et elle n'a pas tenu 80 minutes. Elle a tenu 77 minutes, je dirais. Et elle a craqué en fin de match. Enzo Hervé, le 10, Koujou n'a pas tremblé sur la dernière transformation en moyenne position. Il s'impose avec un petit point d'avance face à Montpellier. Montpellier prend son deuxième bonus défensif en 2 matchs à l'extérieur. C'est bien. Moi, je ne suis pas très inquiet quand même pour Montpellier parce qu'il manque plus grand-chose maintenant pour que cette équipe joue au niveau auquel on l'attend. Brive, par contre, ce petit point d'écart fait beaucoup de différence au classement. On va dire que Brive est un petit peu le leader du bas de classement. Il y a une lutte féroce. Alors, on sait que pour la descente directe, il y a de grandes chances qu'Agen finisse 14e. Par contre, la place de 13e, elle est terrible parce que quand vous êtes 13e, vous finissez championnat 13e et vous avez un match de barrage à jouer contre le perdant de la finale de Pro D2. Vous avez une semaine sans jouer, enfin un week-end sans jouer. Vous prenez une équipe qui a une déception sur une finale, mais qui joue et qui n'a plus rien à perdre, alors que vous, franchement, vous avez tout à perdre, c'est-à-dire votre place dans l'élite. On n'a toujours pas vu d'équipe de top 14 gagner ce barrage depuis 3 saisons qu'il est institué. Donc c'est un peu la place de la mort. Le problème de cette 13e place, mais quand vous êtes aussi autour de la 12e, 11e, c'est que vous ne savez pas si l'année prochaine, vous devez faire un recrutement avec un budget top 14 ou si vous aurez un budget Pro D2. Et comme ça arrive vraiment en fin de saison, c'est un des derniers matchs de la saison sur lequel vous allez pouvoir savoir quand commencer, en gros, quand vous venez faire votre marché de joueurs, il ne reste plus grand monde. Donc c'est assez compliqué et ça se paye aussi l'année d'après si vous devez rester. Donc voilà, Brive franchement a pris 1 point d'avance sur le match, a pris 4 points au classement. Je peux dire qu'au niveau classement et moral, Brive, ils sont tout à fait dans les clous de ce qu'ils peuvent faire. Et effectivement, Montpellier qui est pour l'instant qui a la place, l'avant-dernière place de ce top 14. On y reviendra tout à l'heure. Ouais. Avant d'avoir le live avec Nicolas Mouscat dans 7 minutes exactement, on aurait dû parler du Racing 92 face au Stade Rochelais qui était le gros match du week-end. Ouais, on aurait dû en parler, mais le problème, c'est que les Rochelais sont en plein à leur tour, je dirais, dans le problème de la saison, c'est-à-dire le Covid. On a appris ce matin dans la presse qu'il y avait une quinzaine de cas au club. Donc, voilà, problème pour La Rochelle qui je vais dire, stoppé complètement dans son élan. On a vu apparaître Eric, justement par rapport à ce match. Oui, effectivement, Eric, avec le problème de la Covid, Benjamin Lafourcade, médecin de l'Aviron Bayonnais. Pour la semaine prochaine, nous allons parler de la Covid, bien entendu, mais également aussi des blessures physiques et psychologiques des sportifs de haut niveau qu'engraine la Covid plus quelques blessures. Voilà, c'était juste un petit aparté. Mais c'est bien de l'avoir dit. Il sera donc avec nous en invité. C'est très bien de voir cet aspect effectivement médical, surtout dans une période aussi importante et j'allais dire dramatique que nous vivons. Donc, ça sera la semaine prochaine. Merci, Aymeric. Section paloise ASM Clermont avec la victoire des Clermontois à Pau. Oui, à Pau. Alors, au niveau de mes paris perso, je pensais que Montpellier allait gagner à Brive. J'avais joué ça, donc toi, j'ai fait une faute, j'ai perdu. Là, sur le match Pau-Clermont, j'avais vu clair. Ça a été un joli match parce que ça a pas mal joué au ballon. On a vu les poids, on a eu pas mal de choses. Mais voilà, il y a une certaine, on va dire, puissance à Clermont qui a fait défaut à la section paloise. C'est quand même pas la même catégorie, quoi. Si on était en boxe, voilà, c'est pas tout à fait la même catégorie. On le sait en début de championnat, il y a un lot de 5-6 équipes qui est fait pour le haut de tableau. Il y a 2-3 équipes qui peuvent aller jouer dans le haut du tableau si ça se passe bien. Et puis après, il reste les autres équipes qui, elles, jouent justement pour ne pas descendre, mais jouent également pour préparer les saisons futures. Donc Pau a été battu sur sa pelouse par Clermont.
pas grand-chose à dire, à part que le match était sympa, bien enjoué, bien enjoué. On a vu la neige autour du stade, parce qu'il y avait neigé à Pau la veille. Je suis très branché météo actuellement, mais c'est très voilà. météo, c'est ce que j'allais dire. Après, bon, l'hybride du stade du Hameau a fonctionné à merveille. On a pu voir un joli match. D'ailleurs, ça a été un petit peu l'ensemble sur les terrains. Il faisait froid, mais il pleuvait pas. Donc, c'est bien pour jouer au rugby, quoi. C'est vraiment la pluie qui nous embête, le froid à la limite. Les joueurs en moyenne de se réchauffer, des moyens légaux comme des fois illégaux sur quelques giflettes, mais ça n'a pas été trop le thème de la journée. Tu veux développer le sujet, on n'a pas le temps, mais sinon ça aurait été intéressant. Oui. Oui, tu voulais rajouter quelque chose peut-être, non, du tout, non. Victoire de Clermont, voilà, pas d'histoire, pas de problème. Voilà. Tu sais qu'avec les prochains invités qu'on va avoir, il faut que tu fasses gaffe quand même, que tu modères tes propos. Hein. Tu sais qu'on va avoir du très très lourd. Avant-dernier match de cette 14e journée, où l'UBB, et je salue tous les supporters bordelais qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, ont mis une fessée. Alors moi, je suis un tout petit peu étonné quand même, au Loup, les Lyonnais qui ont été battus 31-9 à Chaban-Delmas. Eric, est-ce que tu fais du surf, toi? Pas du tout. Bon, je vais t'expliquer un truc. L'expression être au creux de la vague. C'est-à-dire quand tu es dans le creux de la vague, en fait, ici, tu as la lèvre en haut, là, tu as de la vitesse, et dans le creux de la vague, il n'y a pas de vitesse. Et tu as tendance à être un petit peu aspiré. Donc, il faut que tu arrives ou à monter ou à descendre pour pouvoir prendre de la vitesse et prendre ta vague. Le Loup, très franchement, je vous l'avais dit, moi, la semaine dernière, actuellement, le Loup n'est pas bien. Alors, ça ne tourne pas bien. Je me demande s'il n'y a pas tout bêtement... alors, ça peut être plein de choses, mais un truc tout bête. Aujourd'hui est sortie la liste entre guillemets, des présélectionnés pour le tournoi, s'il a lieu. Et donc, tu sais, des fois, c'est humain. Il y a des gars qui se disent, je dois y aller parce que j'ai fait une jolie tournée d'automne et je vais peut-être un petit peu lever le pied parce que j'ai pas envie de me faire mal. Parce que si jamais tu dégrades de 5% de ton niveau, à ce niveau-là du top 14, et contre une équipe comme Bègles-Bordeaux, qui est une équipe qui aime bien jouer au rugby, ben, si tu ne cadenasses pas en face, si tu oublies un peu de mettre les épaules pour plaquer, ben, tu prends une belle fessée. La fessée, ils l'ont eu. Là aussi, il n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Le Loup joue à se faire peur parce que la spirale n'est pas terrible. On a été beaucoup mieux habitué avec cette équipe, notamment en début de saison. Bon, voilà. Ça, c'est peut-être une équipe, tu vois, où il y a un mois, je t'aurais dit, je les vois bien dans les 6 en fin de saison. Là, je revois un petit peu mon propos parce qu'il manque des certitudes quand même. Je viens de faire une photo de toi pour ma maman, hein, ne sois pas étonné si tu m'as vu avec mon téléphone. Et je salue la beauté de ton chèche qui fait de toi un homme exquis. Dernier match, il nous reste 2 minutes. 2 minutes avant que nous nous retrouvions tout à l'heure pour la première partie d'une émission consacrée spécifiquement à France 2023. Dernier match, le Stadico, c'est ça, entre le Stade Toulousain et le Stade Français Paris, et la victoire du Stade Toulousain. Oui, mais alors pour revenir, comme il nous reste 1 minute 15 sur le Chèche, en fait, il y a le Paris-Dakar et c'est un petit hommage à Gérard Rolls qui avait toujours le Chèche au Paris-Dakar. Bon, eh bien, écoute, le classico entre les deux stades, Stade Toulousain, Stade Français, le match aller où... Hubert Auriol qui malheureusement nous a quittés. On parlait d'Hubert Auriol, évidemment. Le Stade Français qui avait battu le Stade Toulousain en match aller, le Stade Toulousain qui était venu sans ses internationaux. Là, les Toulousains attendaient les Parisiens. Les Parisiens étaient venus pour jouer. Sur ma prédiction de ce match, j'avais dit que ça allait être un match très ouvert, qu'on allait voir beaucoup de points et qu'on n'allait pas se faire trop mal aux épaules à plaquer. C'est un match de gala. Les Parisiens étaient sur une bonne série, les Toulousains aussi. Tu joues vraiment sans trop de pression. Il faut essayer de se faire plaisir. Je pense que le diffuseur avait besoin d'un match comme ça un dimanche soir à 21h, ça fait plaisir. Et franchement, on a eu une orgie de jeu. On a vu le ballon partir aux 4 coins du terrain. On a vu 24 points de la part du Stade Français avec des essais de belle facture. On a vu 48 points du Stade Toulousain. Là aussi, on a vu des essais extraordinaires. On a vu des joueurs crever l'écran. Moi, j'ai franchement passé un très très bon moment. C'était un match divertissant, je serais tenté de le dire. C'est un match qui est fait pour... amener des gens qui ne connaissent pas grand-chose au rugby à se dire c'est un super sport, on voit beaucoup de points. Non, franchement, c'est une belle publicité pour notre sport. Voilà, le Stade Français, c'est très bien. C'était la fin d'un cycle pour eux, la fin d'un bloc. Tranquille, on y va, on prend plaisir. Les Toulousains avaient à cœur de rendre la monnaie de la pièce du match aller. Tout s'est passé comme prévu.
tout s'est passé très bien et on a passé un bon moment. Bravo aux Toulousains parce que ils auraient pu aussi lever le pied, mais non, ils ont jusqu'au bout, on a vu du jeu. Ça a beaucoup joué, ça a joué très vite, hein. Et je terminerai là-dessus. Il y a eu 2 moments en première mi-temps pendant 10 minutes et en deuxième mi-temps pendant 10 minutes où même quand ça va vite, le Stade Toulousain a réussi à accélérer et aller encore plus vite. Et c'est vraiment sur ces 2 fois 10 minutes qu'ils ont fait la différence et qu'ils ont montré toute l'étendue de leur qualité. Le Stade Toulousain, c'est super, super, super costaud cette année. Et Dieu sait s'il manquait là aussi des joueurs dans le groupe. Merci Stéphane. Le classement ne veut pas dire grand-chose, hein. Stade Toulousain, Stade Rochelet, Racing, Loup, Stade Français Paris, Toulon, voilà pour ce qui est des 6, mais on sait qu'il y a beaucoup de matchs qui vont être remis, ça va jouer là. C'est un peu compliqué, on espère que très vite tout rentrera dans l'ordre. On aura l'occasion de parler justement de l'aspect sanitaire la semaine prochaine, donc avec Monsieur Lafourcade qui sera donc notre invité. Justement, on va en trouver un maintenant qui nous attend, c'est Nicolas Mouscat, directeur à l'US Sénoise, c'est tout de suite. Et on se retrouve juste après avec mes comparses pour évoquer France 2023, première rubrique d'une longue qui nous amènera jusqu'à la Coupe du Monde en France. Tout à l'heure, c'est l'entretien tout de suite avec Nicolas Mouscat. Voilà, on va cette fois-ci accueillir notre invité, puisque vous le voyez pour cette nouvelle émission, on a encore un peu bouleversé l'ordre, mais il était temps d'accueillir celui qui est aujourd'hui le directeur général du club de l'US Sénoise en Fédéral 1, monsieur Nicolas Mouscat. Salut Nicolas. Salut Eric. Je crois que c'est… Alors, on se connaît un peu, on peut le dire, ce qui induit que je vais peut-être user du tutoiement si ça ne te dérange pas. Et c'est peut-être la première fois où je t'appelle d'ailleurs monsieur. De mémoire, c'est la première fois. Ensuite, je trouverais très intéressant qu'on se vous voit, ceci dit. Très bien. Eh bien, écoute, je vais donc continuer à te tutoyer. Tu es donc directeur général du club. Juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas de la région, l'US Sénoise, c'est la ville de la Seine-sur-Mer et donc qui est située dans le 83 dans le Var. Oui, tout à fait. Quand on est dans cette… Oui. Je voudrais juste me permettre de te couper une première fois parce que je n'hésiterai pas à le faire à moult reprises. Je voudrais déjà te remercier de m'inviter dans cette émission, te dire que le bonheur qu'est le mien d'en faire partie et surtout de passer après et avant d'autres très certainement, mais voilà, pour suivre un petit peu ton émission et voir la qualité de tes invités, je suis honoré de succéder à Laurent Cardona, Serge Simon et Julien Colomine, bien évidemment. C'est très, très aimable à toi de le préciser. L'occasion, alors dans ce cas-là, de te souhaiter aussi tous nos vœux de bonheur pour cette nouvelle saison qui s'annonce. On aura l'occasion d'en reparler. Donc, la Seine-sur-Mer, l'US Sénoise, dans le Var, est-ce que quand on est dans cette région, qui est quand même aussi très marquée rugby, est-ce qu'on ne vit pas un peu, malgré tout, dans l'ombre du rugby club toulonnais ? J'ai envie de dire oui et non. C'est historique. Alors, on va commencer par non parce que historiquement, sans faire étalage de tout le passé du club, mais historiquement, le club a été créé en premier dans la région. C'est le premier club de rugby qui a été créé en 1902 par Victor Marquet. Peu de temps après, mais 4-5 ans après, le RCT a été créé. Donc, historiquement, on a toute notre raison d'être et on a un historique et une culture rugby qui est très ancrée dans notre ville. Ensuite, oui, forcément, le RCT est là. Le RCT, c'est un mastodonte. C'est des titres de champion d'Europe, des titres champion de France. On est très heureux qu'il soit là aussi parce que c'est vecteur et locomoteur pour nous, quelque part, dans la région. Ça permet aussi d'attirer tout un tas de minots vers cette belle pratique. Donc, allez, on va dire un petit peu, oui, on vit à l'ombre du RCT, mais on s'en porte pas trop mal. Est-ce qu'on peut associer les deux clubs sur des événements ? Est-ce qu'il pourrait y avoir une forme de parrainage, d'entraide ? Alors, je ne sais pas dans quelle mesure, mais pour clore le sujet RCT, qui, je le redis, peut-être phagocyte la région par rapport à son image et à son vécu, est-ce qu'il y a des échanges entre les deux clubs ? Alors, je ne connais pas bien l'historique qui a lié les deux clubs, parce que pour ma part, j'évolue au sein de ce club uniquement depuis 2 ans. Mais
Sur les 2 dernières années, pas vraiment. On ne va pas tout mettre sur le dos de Mourad Boudjelal, mais je ne pense pas qu'il y ait eu à cette époque-là une vraie volonté de rapprocher les clubs, aussi bien avec le nôtre qu'avec les autres clubs de la région. Cette année, on a fait la démarche d'aller rencontrer Monsieur le Maître, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant, de très à l'écoute, et on a senti, on ne sait pas ce que ça donnera, mais on a en tout cas senti oui, une volonté commune d'échanger, de discuter. Après, il y a tout un tas de choses qui se passent déjà entre les clubs, puisqu'il y a des doubles licences qui existent, c'est-à-dire que la possibilité pour les licenciés au club de la Seine d'évoluer aussi et de s'entraîner avec le RCT, et en fonction du niveau, en fonction de tout un tas de paramètres, voilà, de jouer soit chez nous, soit au RCT, mais c'est une possibilité qui existe déjà et c'est un lien qui marche pas trop mal, on va dire. Ça veut dire que sur un gros match, on pourrait envisager l'US Seinoise de jouer à Mayol? Ça s'est déjà fait dans les 10 dernières années, ça s'est déjà fait 2 fois. On a rempli Mayol à hauteur de 10 000 spectateurs les 2 fois. Ah ouais. On a eu la chance d'évoluer contre Marseille, me semble-t-il, à l'époque où il y avait Jonah Lomou et également Béziers. On avait reçu Béziers. Donc oui, ce sont des choses qui se sont déjà faites par le passé. Après, c'est une histoire de volonté, une histoire d'homme et c'est pas figé. Pas irréalisable. Ouais, tout à fait. Donc, tu es directeur général. On va revenir après sur ton poste parce que le mardi, c'est rugby, effectivement, donne la parole à tous les rugby, pas uniquement ceux de l'élite. Et effectivement, on va évoquer la Coupe du Monde qui sera aussi une locomotive pour cette émission. Il y en aura de très nombreux invités. Et il y a un lien direct ou indirect avec cet événement majeur du rugby. Quand on travaille comme toi dans un club qui est en Fédéral 1, est-ce que pour autant, on peut être supporter de notre club? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est ton cas? Ou est-ce que tu vas peut-être mentir et dire non? Alors, par rapport au rôle qui est le mien, je suis très très focalisé parce que c'est quelque chose d'assez personnel aussi. Hein. Je ne dis pas que ça doit être que c'est le cas ou que ça doit être le cas de tous les gens qui occupent ma fonction dans des clubs, mais je suis très focalisé. Je pense rugby, je dors rugby, je mange rugby et je dors et je vis rugby pour mon club en priorité. Après, bien évidemment que je suis très attentif aux résultats du RCT parce que ça reste quand même dans l'intérêt du rugby qui est le mien. Ça a été le premier club que j'ai suivi avant d'avoir un lien avec celui de la Seine. Donc oui, je supporte, j'en sais rien en fait. Est-ce que je suis un supporter du RCT? C'est une bonne question, j'en sais rien. Mais je suis attentivement leurs résultats. Je suis plutôt satisfait s'ils gagnent et plutôt attristé s'ils perdent. Donc oui, on peut dire que je suis supporter du RCT, oui. Est-ce que tu as joué Je pense plein de supporters de la Seine. Est-ce que tu as joué au rugby plus jeune et est-ce que, en fonction de cette réponse, ça te permet d'avoir un regard peut-être plus affiné sur la profession qu'est la tienne et pour le club pour lequel tu évolues? Alors, dans l'ordre, puisque à chaque fois que tu poses une question, il y en a 400 dans la même. Non, je n'ai jamais joué au rugby. Je suis footeux de pratique, sport que j'ai pratiqué pendant 25 ans à peu près. Je trouve assez intéressant l'approche qui est la mienne justement en n'étant pas rugbyman, parce que ça me permet de me détacher de pas mal de sujets qui font pas partie de mes prérogatives déjà, et qui du coup me permettent de me concentrer sur le rôle qui est le mien. Et voilà, je pense que chacun son rôle. Moi, au sein du club, je m'occupe de beaucoup de sujets différents. On en parlera peut-être plus tard, mais tous exclusifs à celui du sportif. Très bien. Je pense que le partenariat fait partie de ton univers, puisque derrière, on voit avec beaucoup d'intérêt les partenaires de ton club. Tu es donc directeur général. Est-ce que tu es capable en quelques lignes d'évoquer le rôle de directeur général? Alors, déjà, je n'aurais pas la prétention de faire une fiche de poste exhaustive, déjà parce que je pense que ce rôle-là, il peut être différent dans le monde pro et dans le monde amateur.
C'est pas évident. Alors, est-ce que tu me permets de faire une pause sur ce que je suis en train de dire, parce qu'il y a des gens qui se permettent de rentrer dans mon bureau comme ça sans frapper. Bon, ça va que c'est Marc-André, mais quelle jolie surprise que d'avoir monsieur. Ah oui, pas les écouteurs. Oui, c'est une remarque très pertinente. Ce sera peut-être la seule de Marc, mais comme j'ai les AirPods, du coup, il n'entend pas ce qu'on dit. Est-ce que tu peux lui en donner un, peut-être? Ouais, je comptais sur ta sagacité. D'habitude, quand tu as le micro, on t'entend un peu plus. Ce moment-là, les petites AirPods. Mesdames, messieurs, quelle surprise que d'avoir un ancien international de rugby à 15, qui aujourd'hui donc évolue à l'US Sénoise. Tu disais l'âge. Alors, si je peux juste aller au bout de ma présentation, ça va. Je disais donc formidable joueur, vif, intelligent et avec un esprit d'équipe toujours au-dessus de la moyenne. Marc-André, donc international, champion de France. Enfin bref, on pourrait passer l'après-midi à évoquer son palmarès. Mais Marc, bonjour, merci de passer quelques instants dans ce mardi c'est rugby qui normalement est consacré et au club et au rôle de Nicolas aujourd'hui. D'abord, Marc, comment ça va? De quoi? Il a un rôle, le Nico, ici? Je ne savais même pas qu'il y avait des. C'était bizarre. Je vous laisse 5 minutes, je vais pisser. Ça nous fait plaisir cette intervention, Nicolas. Bien à propos. Ah, mais je vais sortir parce qu'il doit aller mettre les chasubles sur le terrain de toute façon. Donc, il n'a pas dit ça tout à l'heure. Marc, très sérieusement, d'abord, je suis content de te voir. Et puis, je pense que tous les supporters des clubs dans lesquels tu as évolué sont aussi heureux de te voir avec le sourire. Une question très sérieuse. Quel lien, toi, en tant que joueur, tu as avec un directeur général, et en l'occurrence, le rôle qu'a Nicolas? Généralement, c'est eux qui signent quand même nos contrats. Donc ça, c'est important. Le premier rôle, c'est eux qui font la liaison entre ta venue dans le club par cette signature. Donc, ils sont garants aussi du contrat que tu as établi avec le club. Donc, c'est la personne avec qui tu as des relations, on va dire, plus au niveau des papiers administratifs. Cela dit, ça reste aussi la personne où c'est qu'on peut s'appuyer quand on a des petits soucis, qui généralement connaît bien les partenaires, connaît bien la vie du club où il est. Et du coup, c'est avec eux qu'on peut s'appuyer quand on a des petits soucis, que ce soit personnels, professionnels, et donc du coup, qui peut nous aider dans la vie de tous les jours. C'est donc comme une forme de quoi, de tuteur, de parrain, de quelqu'un qui s'occupe aussi de ton bien-être en dehors du sportif? Oui, il peut résoudre des choses dans le bien-être, ça c'est sûr. D'ailleurs, je pense que tu avais la salle de massage, c'était plus pour moi. non, mais c'est quelqu'un qui est là aussi vraiment pour nous rassurer. Là, surtout dans des périodes comme ça, avec le Covid, on ne sait pas trop si on peut s'entraîner, on ne peut pas s'entraîner. Est-ce qu'il y a du chômage partiel, pas du chômage partiel? Donc, ils sont là pour nous rassurer sur tout ça. Donc, c'est un peu un genre de tuteur, mais son rôle, c'est quand même un directeur général d'un club, qu'on soit en top 14, en Pro D2, en Fédéral ou ailleurs. S'il a ce rôle-là, c'est à lui d'être le garant du club sur tout ça. Donc, il est là aussi pour nous aider. Marc, dernière petite question, en te remerciant et en te souhaitant une bonne année 2021, en espérant te voir évoluer. Qui sera champion de France de top 14 cette année? Le top 14 cette année? Il va falloir que je me mouille un petit peu quand même, c'est ça? Voilà. Ton avis d'expert. On fait les 4, après on fait les 2. Je pense allez, 3 pour être bien. Racing, La Rochelle, Toulouse, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Et là, Et là, tu dis que tu te mouilles. Attends, tu vois, c'est comme moi tout à l'heure, tu me laisses pas finir. Je dirais que le Racing, ils ont des grandes chances. En plus, c'est mon club un peu, j'aime bien. Il y a toujours, j'ai quand même encore beaucoup d'amis, donc c'est pour ça aussi. Très bien. On t'embrasse avec le coude, Marc. Merci beaucoup d'être passé. Allez, on sait que bientôt. Et si tu as besoin, tu sais comme d'habitude, tu m'appelles pas. À très bientôt. Salut Marc. Allez, merci beaucoup. Salut. Voilà, c'était très sympa d'avoir Marc-André avec nous, qui évolue effectivement à l'US Sénoise. Ça montre aussi les ambitions peut-être du club.
J'espère que tu as pu profiter, donc, Nicolas, pour assouvir le besoin naturel qui était le tien, évoqué il y a quelques instants avec un propos peut-être moins élégant. On évoquait donc ton statut. Le club est descendu il y a 2 ans pour remonter l'année dernière. Concrètement, comment un club comme le vôtre, d'abord, est-ce que c'est un club professionnel, l'US Sénoise? Alors, de façon très pragmatique, non. Je réponds de cette manière-là parce que le gouvernement ne nous a pas qualifiés comme tels dans la période précédente quand la question s'est posée pour savoir si justement à notre niveau en Fédéral 1 on pourrait continuer à s'entraîner, on pourrait continuer la compétition, etc. Le gouvernement s'est positionné et a répondu non à cette question. Le palier à partir duquel il considère les sportifs comme professionnels est le palier au-dessus de nous, à savoir la nouvelle poule nationale. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des pros. Pour autant, on a un fonctionnement qui s'apparente quand même au milieu pro. On essaie de faire les choses dans les règles et au mieux. Donc, on a 35 joueurs sur les 44 de l'équipe première qui ont un contrat de travail. Voilà, on est quand même dans une structure qui se prépare à la professionnalisation éventuellement pour essayer avec pour objectif de remonter d'un cran. Mais non, nous ne sommes pas professionnels. D'accord. J'évoquais donc le fait que vous soyez descendu il y a 2 ans pour remonter. Est-ce que ça change quelque chose dans le mode opératoire d'un directeur général? Est-ce que c'est plus difficile d'aller piocher et chercher des sponsors, ou est-ce que finalement, parce que régionalement vous êtes ancré, parce qu'aussi il y a un historique, est-ce qu'il y a une forme de fidélité des partenaires auprès de l'US Sénoise, quand bien même vous ayez eu malheureusement un échec sportif qui vous a fait redescendre pour ensuite remonter? Ouais, cette descente, elle nous pendait un peu au nez, je pense, depuis 2-3 saisons. Donc, ça a été un mal pour un bien. Je pense que tout le monde il a fallu la digérer dans un premier temps, mais voilà, une fois que ça a été fait, ça a été relativement vite fait. On s'est vite projeté vers cette saison de Fédéral 2 qui se profilait, la préparer au mieux, avoir des objectifs clairs dès le début pour savoir où on devait aller, pour savoir quoi annoncer aussi au niveau régional, comme tu le disais, au niveau des supporters, par la presse, au niveau de nos partenaires. Donc, on a très rapidement focalisé et formalisé un objectif qui était très clair pour les 2 frères Ficou qui venaient à peine de reprendre la présidence du club. L'objectif principal sportivement, c'était de remonter en Fédéral 1. Une fois que ça a été dit, on a essayé de travailler sur un budget prévisionnel de façon très étroite, enfin en lien très étroit avec nos partenaires pour leur présenter ce projet ambitieux. Et on s'est rendu compte, pas avec véritablement étonnement, parce qu'on était convaincus que ce serait le cas, mais d'effectivement de la fidélité de nos partenaires, du soutien qui est le leur depuis des années et de la belle dynamique qu'on était en train de faire prendre au club. Et finalement, pour les anciens, à 95%, ça n'a pas rechigné à continuer de nous suivre. On a fait pas mal de nouveaux partenaires aussi. Donc, on a senti qu'il y avait un engouement qui était en train de se créer. Et puis, bon, effectivement, avec un contexte qui est quand même très particulier, celui de la saison dernière, mais qui a un petit peu tronqué les choses. On a atteint cet objectif-là et puis on a réussi à se maintenir dans cette belle dynamique-là. Donc, oui, on a un soutien qu'on sent vraiment indéfectible de la part de nos partenaires, de la part de nos supporters. En évoluant en Fédéral 2, on faisait à peu près 1000 spectateurs de moyenne. Donc, je ne pense pas que tous les clubs de Fédéral 2 puissent se targuer de faire ce score, oui. Voilà, exactement. Donc, il y a un vrai engouement, il y a un vrai ancrage à la Seine, une vraie culture rugby, et on s'appuie là-dessus. Ouais. Nicolas, il nous reste autour de 10 minutes à passer ensemble, et Dieu sait si les questions sont encore nombreuses pour cerner ton rôle et cerner finalement la vie d'un club de Fédéral 1. On aura d'ici quelques semaines à ta place un joueur emblématique d'un club de Pro D2, et c'est aussi ces divisions qui font vivre le rugby. On évoquait, avant que Marc-André n'arrive, ton rôle dans les grandes lignes d'un directeur général. On a évoqué le sponsoring, on a évoqué le cocooning, j'ai presque envie de le dire quand je parle des joueurs. Il y a aussi l'environnement
propre au stade? Est-ce que le stade est stade de la mairie? Est-ce qu'il appartient au club? Est-ce que vous êtes affilié pour que, je prends un exemple tout bête, mais l'entretien de la pelouse, par exemple, est-ce que toi, tu as un regard là-dessus, avec les desiderata du sportif? Est-ce que sur la logique, par exemple, du maître de cérémonie, je sais que tu as fait venir Stéphanie Poiret, qui est mon homologue à Toulon, pour donner peut-être un regard aussi professionnel dans la partie organisationnelle d'un match. Est-ce que tous ces éléments t'incombent? Comme je te le disais tout à l'heure, finalement, mon rôle, et c'est pour ça que je ne veux pas qu'il semble que ce que je dis soit une vérité absolue ou une liste exhaustive du rôle d'un DG dans un club sportif. J'appréhende mon rôle à ma manière. Je pense que ça convient bien à mes patrons qui sont mes présidents. Je fais beaucoup, je suis sur beaucoup de sujets différents. Je traite un peu tous les sujets du club, à l'exception finalement du sportif, comme je le disais tout à l'heure, parce que de formation, c'est pas du tout moi mon sport de prédilection. Donc voilà. Ensuite, oui, j'ai un regard un petit peu sur tout. Comme tu disais, l'entretien de la pelouse. Alors pour répondre à la première question, on a des installations qui sont municipales, comme 99% des clubs en France, milieu professionnel compris, parce qu'il y a quand même très peu de clubs qui sont propriétaires de leurs installations. On est sur un modèle municipal, on est donc à la merci de l'entretien, de tous les sujets qui traitent du stade et de l'enceinte sportive, qui sont donc gérés par la mairie. Mon rôle, il est sur la communication, sur l'événementiel, sur le partenariat, sur les commandes des équipements, sur un œil sur la pharmacie, j'ai un œil assez, j'ai un œil un petit peu partout, et mon rôle quelque part, c'est quand même de faire en sorte de pouvoir amoindrir ou alléger les charges fixes, de pouvoir mettre mon nez pour regarder que ce qui était fait avant que j'arrive a été bien fait. Des abonnements téléphoniques qui pourraient être trop nombreux et inutiles. D'accord. Voilà, c'est assez large. On a une coupure visuelle 2-3 fois avec le logo de Skype, que l'on salue, hein, monsieur Skype, si tu nous regardes. Par rapport à ta direction, on évoque donc les frères Ficou, bien connus dans l'univers du rugby, notamment celui qui évolue au centre ou sur le côté d'ailleurs au Stade français. Je veux parler de Gaël, bien évidemment. L'US Sénoise est un club est-ce que ce que je peux dire, est-ce que c'est un club de proximité? C'est-à-dire, est-ce que tu as un rapport de proximité avec ton président? Et si oui, quels sont tes rapports avec lui? Et enfin, toujours par rapport à la présidence, est-ce qu'il faut être d'accord avec son président pour exécuter ses tâches au quotidien? Alors, je reprends les questions dans l'ordre. Je suis en lien permanent avec Gaël et avec Jérémy. Alors, Gaël, de par son profil et son statut, forcément, il a un regard un petit peu plus écarté, un peu plus éloigné que Jérémy. Ça, c'est une évidence. Jérémy, c'est quand même celui qui œuvre au quotidien et qui le gère au quotidien, toujours en discussion très rapprochée avec Gaël. Donc ça, pour ce qui est du lien, je te confirme qu'il est permanent, un peu trop au goût de ma femme, mais ouais, effectivement. Après, j'aime la relation que j'ai avec eux parce que ce sont des garçons courageux, ambitieux. Ils sont très jeunes, hein, ils ont 26 et 30 ans. Je crois que dans le rugby français, ça n'existe pas. Hein. Donc, des présidents qui veulent rendre à leur club et à leur ville ce que tout ça leur a permis de devenir, c'est louable. Et je pense que voilà, il n'y a pas beaucoup de présidents en France qui sont dans ce schéma-là. Donc, ils ont un profil que j'aime. Ce sont des gens humbles, simples, francs et directs. Et j'essaie de fonctionner aussi comme ça. Donc, je pense que nos profils sont compatibles et nous permettent de bien travailler ensemble.
Et non, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord toujours avec son président. Ça, c'est mon point de vue. Hein. Je ne dis pas qu'un DG doit ou ne doit pas être d'accord avec ses présidents. Moi, personnellement, on n'est pas toujours d'accord, surtout. Et quand c'est le cas d'un côté ou de l'autre, on se le fait savoir. Et puis parfois j'ai raison, parfois c'est eux qui ont raison. Il me reste 2 questions dans le Mardi C'est Rugby avec Nicolas Mouscat, directeur général de l'US Sénoise en Fédéral 1. Dans le Var, parce qu'effectivement, c'est important de parler que c'est une région très rugbystique et qu'il y a un engouement, il y a de la fierté, il y a une vraie volonté de vaincre. C'est l'une des forces aussi de celles et ceux qui ont le rugby en eux dans ta région. Malheureusement, il y a beaucoup de matchs qui sont ajournés, que ce soit en top 14 ou en Pro D2. À votre niveau, comment ça se passe? Et est-ce que vous arrivez quand même au niveau des entraînements à vivre pleinement ces entraînements et comment vous faites pour les matchs, puisqu'a priori, il ne doit pas y en avoir beaucoup? Non, effectivement, c'est une période qui est très compliquée pour nous. Donc, comme je le disais tout à l'heure, le monde pro a la capacité de continuer à s'entraîner et à jouer, tout simplement parce qu'ils ont des process et des protocoles qui sont très poussés au niveau des tests, au niveau de véritables bulles sanitaires qu'ils arrivent à créer dans leur centre d'entraînement et lors de leurs déplacements. Nous, qui ne sommes pas pros, pas qualifiés comme pros par le gouvernement, bon, après on est amateur, hein, on ne revendique pas d'être pro, hein. Mais à notre niveau, donc à partir de la Fédérale 1, depuis fin octobre, la compétition est à l'arrêt. Tout le mois de novembre, les entraînements étaient également supprimés puisqu'on était en chômage partiel et qu'on était sur des modes de déplacement avec dérogation, enfin des choses pas très simples à mettre en place. Donc tout le mois de novembre a été consacré à de l'entretien individuel. Donc on leur a demandé quand même de se maintenir en forme. Dans l'espoir d'une reprise courant décembre éventuellement. Donc cette reprise, la Fédé a établi un plan de reprise du rugby en 6 phases. Il se trouve qu'aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on est toujours en stade 3. Le stade 3, c'est la pratique, la manipulation du ballon qui peut être mutualisée, mais voilà, pas de contact en tout cas, et c'est l'élément clé. Tant qu'il n'y aura pas de contact à l'entraînement, il me paraît très compliqué d'envisager de reprendre la compétition. Tu es testé, toi? Les joueurs et toi, vous êtes testés? Alors, nous, on fait le choix de faire effectivement un test en début de semaine, toutes les semaines, depuis début décembre. Ce n'est pas du tout une obligation, une prérogative. C'est qu'on se dit que autant essayer de participer aussi à l'éradication ou en tout cas à la mise en sécurité des uns et des autres. Donc tous les joueurs de l'équipe première sont testés tous les lundis et pour l'instant ça n'est pas arrivé, mais si des cas positifs devaient se déclarer, on les mettrait à l'écart pour une semaine et les autres pourraient continuer à s'entraîner puisqu'ils seraient négatifs à ce même test. Pour ce qui est du contenu des entraînements, donc depuis le mois de décembre, c'est de la réathlétisation, puis un petit peu de la muscu, et puis sur le terrain, c'est des travails de combinaison, voilà, mais il n'y a pas de contact, donc c'est vrai qu'on n'est pas sur une pratique classique du rugby. Les réseaux sociaux sont-ils un moyen de compenser les absences et si oui, comment ça se passe au sein de ton club? On essaye ça fait quelques temps déjà, mais encore plus depuis cette période de Covid, c'est vrai qu'on essaye de garder un maximum de liens parce que c'est le seul qu'on puisse avoir régulièrement et au quotidien avec les partenaires, les supporters et même les licenciés quand au mois de novembre on était à l'arrêt. Donc oui, c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'on essaie de développer qualitativement et quantitativement pour faire passer des messages de soutien à nos partenaires, pour faire des petits clins d'œil aux supporters qui sont comme nous en manque de venir au stade, de s'éclater et de vivre leur passion. Donc ouais, on essaie de développer sur Facebook, Insta, LinkedIn un peu mieux très prochainement et une chaîne YouTube et notre site internet. Donc ouais, on met un maximum de choses en place pour effectivement essayer de faire vivre par procuration la passion qu'on a tous en commun au sein de notre ville de la Seine. Il nous reste une question, enfin il m'en reste une en l'occurrence,
Nicolas. On aura passé une demi-heure ensemble et c'était un vrai régal. D'abord, si vous passez dans le Var, n'hésitez pas à aller voir ce que ça peut donner du côté de... Comment s'appelle le stade de la Seine? Le stade Victor Marquet. Très bien. Du nom du fondateur du fondateur du club en 1902. Quel est l'objectif final du club? C'est monter en Pro D2? C'est pourquoi pas aller faire un derby de ouf face au RCT? Est-ce que c'est finalement, quand on voit Marc Andreu qui était champion de France, et on sait qu'il y a d'autres joueurs de qualité dans le groupe, est-ce que l'objectif des deux frères, et pourquoi pas Gaël finir sa carrière à la Seine et de se retrouver en top 14? Je pense que tu extrapoles et que tu vas trop vite, trop loin, mais aujourd'hui, il y a deux axes principaux dans le développement du club qui sont impulsés par Jérémy et Gaël. Le premier, c'est... alors, on va parler du sportif. Je ne mets pas d'ordre de priorité dans mes choix de réponse, mais parlons du sportif dans un premier temps. L'objectif, l'idée, ce serait de réussir... alors, c'était l'objectif qu'on avait annoncé en début de saison. C'était dans les 2 saisons qui arrivent, dans les 2 ans, réussir à monter au niveau national. Donc, un cran au-dessus. La finalité, même à plus long terme, la Pro D2, je pense que le bassin économique peut être taillé pour avoir un club comme le RCT et éventuellement un deuxième comme nous ou comme de l'autre côté le club de Hyercar-Caran-Lacros en national ou en Pro D2. Je pense que le bassin le supporterait. Est-ce que c'est véritablement un objectif pour nous? On n'a pas forcément encore de réponse à ce niveau-là, mais on est ambitieux, donc on ne veut pas fermer la porte à ce genre de possibilités, mais après, il y a un vrai jump financier à faire. En termes de budget, on n'est plus du tout invité, donc il faudrait un mécène, il faudrait une personne forte à la tête du club, ou en tout cas qui soit moteur économiquement. Donc je ne sais pas si au niveau de la Seine, ce serait réalisable, mais en tout cas, l'objectif clair, c'est la montée en nationale. La saison actuelle que l'on vit ne permettra, j'ai peur qu'elle ne permette pas d'avoir une issue et d'avoir des montées et des descentes. Donc, je ne suis pas convaincu que cette saison soit une possibilité d'accéder à l'échelon supérieur. Mais voilà, l'objectif sportif, il est là. Sportif pour l'équipe 1 qui est la vitrine, mais c'est loin d'être la seule préoccupation du club au niveau sportif. Il y a une vraie volonté de continuer à être club formateur. Là, actuellement, dans le circuit pro, Top 14 Pro D2, on a 7, 8 ou 9 joueurs qui ont été formés, en tout cas qui sont passés par la Seine, et qui Gaël Ficou, qui Julien Horry, qui Thomas Vernet. Enfin bon, voilà, dans 7-8 clubs en France, il y a des jeunes Sénois, donc ça nous fait plaisir de les voir évoluer. On a envie de continuer à en voir de plus en plus et d'autres. Donc il y a un vrai travail qui va être fait sur la formation. Sur la qualité des entraîneurs, puisqu'on va exiger que chaque entraîneur soit diplômé ou en cours de formation pour prétendre à être éducateur dans notre club. Donc plus ils sont formés, mieux ils sont formés, mieux pédagogiquement et en termes de contenu, les choses passeront. Donc voilà, on est sur cet aspect-là. Et après, il y a un vrai développement du volet sociétal même, avec la création d'un pôle RSE au sein du club pour que on soit en mesure de répondre à la volonté de Gaël et de Jérémy, qui est de montrer à tous les minots des quartiers qui nous entourent que même si on ne devient pas un Gaël Ficou professionnel et international de rugby, on peut devenir un Jérémy Ficou qui est chef d'entreprise et qui gère quelques affaires. On peut devenir un Nicolas Mousca. Un Samir Dougbi qui est issu de la cité aussi, mais qui est aujourd'hui père de famille, qui travaille à la mairie de la Seine et qui complète son salaire par un revenu au club. On peut être un bon citoyen tout simplement et jouer en loisir au rugby, mais on veut se servir du rugby comme vecteur pour devenir des hommes, des citoyens et montrer toute la palette de ce que le rugby peut permettre de devenir. Donc il y a un gros projet social qui est en cours de développement et qui va voir le jour très prochainement. Je crois, Nicolas, que les messages que tu voulais faire passer
sont passés. Avant de retrouver dans quelques instants Emmerich Spielberg à la réalisation et pour évoquer encore une fois le concours de pronostics, mais parler de France 2023 avec Stéphane Couture et l'instant Vincent. Un dernier mot avec Nicolas Mouscat. On a parlé de l'objectif final du club. En un mot, Nicolas, à titre personnel, et toi, en qualité de directeur général, quelle serait l'étape suivante à laquelle tu aimerais accéder? À titre personnel et professionnel? Oui. Écoute, le poste que j'occupe aujourd'hui, au niveau auquel je l'occupe, il m'épanouit pleinement parce qu'il y a encore il y a des ambitions, il y a des objectifs à atteindre et ce sont des objectifs qui peuvent se porter sur une durée de 3 à 5 ans. Donc, dans un avenir immédiat à 3 à 5 ans, comment je vois les choses pour moi, c'est dans le poste que j'occupe aujourd'hui à la Seine. Après, si un club d'un niveau supérieur m'appelle pour faire appel à moi, enfin pour que j'occupe cette fonction-là ou une autre associée au monde du rugby dans un milieu professionnel, je t'avouerai que j'y ai pas forcément réfléchi, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être une progression intéressante pour moi. Mais voilà, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 3 ou 5 prochaines années, mon avenir, il se jouera avec le club de la Seine. Merci Nicolas. Merci d'être passé dans le Mardi C'est Rugby avec un regard, un focus sur un club qui, malheureusement, comme beaucoup, est à l'arrêt, mais avec un directeur général qui ne manque pas ni d'enthousiasme, ni de verbe. À bientôt et bonne année, Nicolas. Merci et à très bientôt. À bientôt. Salut. Magie de la technique, on se retrouve avec un nouveau plateau. Et puis là, toute l'équipe au complet. Alors, vous connaissez bien sûr Stéphane Couture, le spécialiste du top 14, qui va évoquer cette fois-ci la Coupe du Monde. Et on va remonter de la première édition jusqu'à celle qui nous intéresse dans un peu plus de 2 ans en France. De l'autre côté, vous avez aussi reconnu Sabobine, le magicien de la technique, qui va évoquer avec nous quelques statistiques, mais aussi, ce soir en plateau, pour la première fois, plus de 4 secondes, l'homme qui habituellement évoque son instant. Je veux parler de Vincent. Vincent, tu as la parole pour nous parler, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être de la Coupe du Monde. Enfin, si, je peux y croire. Vincent, la parole est à toi. On va parler de la Coupe du Monde. Salut la planète ovale, parlons-en justement de ce trophée. À la droite d'Eric, pour vous qui nous regardez, sachez que dans tout jeu qui se respecte, il y a forcément un cadeau à la fin pour le meilleur. Dans Cluedo, le vainqueur a le sentiment de pouvoir concurrencer Colombo. Dans notre concours de pronostics qui reprend ses droits dans 15 jours, ne l'oubliez pas, le maillot de l'équipe de France signé de l'international de votre choix est en jeu. Et pour la Coupe du Monde de rugby, c'est pareil. La queue du Mickey, c'est cette magnifique coupe de 38 cm de haut, en argent plaqué or, et qui répond au doux nom de trophée William Webb Ellis. 2 choses pour parler de cette coupe, l'objet en lui-même et son nom. Commençons par cette représentation en 3D du pouvoir rugbystique mondial. Elle est dotée de 2 poignées et sur chacune d'elles, une représentation de la mythologie. Le satyre d'un côté et la nymphe de l'autre. Elle a été créée par l'orfèvre Garrards, fondé en 1735 et chargé de la famille royale britannique depuis 1843 et qui a réalisé entre autres la Coupe de l'Américain en voile. Côté bijoux, c'est la méga classe. Mesdames, allez donc faire un tour sur leur site. Quand il n'y a pas de prix sur les packs de fiançailles, c'est un signe. Ça n'a vraiment rien à envier à la place Vendôme. Vous allez voir à quel point ça pique. En même temps, quand tu as les oreilles de Queen Elizabeth à orner, tu as intérêt à envoyer du lourd. Lady Di, CTE, Kate Middleton aussi. Donc l'IRB, plutôt que de demander à Boucheron ou à Mauboussin de concevoir le Saint Graal, parce qu'on ne sait jamais, a préféré se tourner vers des insulaires, avec des références, certes, mais des insulaires quand même. Pour la blague, la forme de la coupe est calquée sur une coupe datant de 1906, elle-même pompée sur un design du milieu du 18e. L'original avait été dessiné par Paul Delamery, fils de Huguenots, soit des Français expatriés. Il n'y a pas de petite victoire. Ça vous fait pas un peu chier, les Anglais? En parlant d'anglais, qui était William Webb Ellis? Celui dont le nom orne la Coupe du Monde de rugby serait, selon la légende, l'inventeur de la discipline. La légende urbaine aurait voulu que les plus intrépides des footballeurs de l'époque, alors l'époque c'est 1823 pour ceux qui veulent savoir, auraient eu les fils qui se touchent en prenant le ballon à la main.
il faut savoir quand même que dans ces années-là, pour arrêter les joueurs un peu trop véloces et agiles, on leur mettait un grand coup de latte dans les tibias, l'équivalent du tacle réglementaire. Et je connais quelques défenseurs qui se seraient plu dans pareilles circonstances. Seuls les joueurs les plus athlétiques pouvaient éviter les massacres caractérisés et prendre le ballon à la main. Lorsque la fédération anglaise se structure, elle a besoin de connaître les racines de son jeu. Elle a besoin d'un fondateur. 4 émissaires de la Fédé vont au collège de rugby, dans le Warwickshire, consulter les archives, interroger des anciens élèves, et 2 noms ressurgissent comme premiers utilisateurs des mains dans un match de football. James McKay et William Webb Ellis. Alors pourquoi Webb Ellis et pas McKay ? Simplement parce que le nom de Webb Ellis est revenu 3 fois parmi les témoins. Sachez juste, pour finir, pour la petite histoire, Webb Ellis a fini sa vie sur la Riviera française, plus précisément dans la ville de Menton, en 1872. Devenu lieu de pèlerinage pour les supporters, le pasteur a donné son nom au rugby club de la ville. Et maintenant que vous savez tout sur l'objet de convoitise de la planète ovale, vous voyez quel gros bras pour soulever la nymphe ? Allez, salut la planète ovale, et rendez-vous dans 142 semaines. Merci Vincent, bravo. Mais j'ai appris des choses en fait, j'ai appris plein de choses. Comment il s'appelle, tu disais Ellis, et comment s'appelait l'autre ? James McKay. Ah oui, mais lui il a fait des frites, c'est pour ça. Chacun son métier. Merci Vincent, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Salut. On va parler de cette Coupe du Monde. Alors on va un tout petit peu, vous l'avez vu, l'entretien avec Nicolas Mousca était un peu long. Pas trop long, mais un peu long, donc on va un tout petit peu déborder de quelques minutes, parce que dans quelques instants, Stéphane va évoquer cette Coupe du Monde avec ce côté un peu franchouillard, et c'est pas péjoratif qui lui va si bien. Mais avant cela, on va donner la parole à Aymeric pour quelques statistiques qui, aujourd'hui, prêtent à sourire pour cette édition de 87. Aymeric, la parole est à toi. Oui, Eric, lors de la première édition de la Coupe du Monde, à 15, la compétition se déroule conjointement en Nouvelle-Zélande et en Australie en 87. Seules 16 équipes ont été invitées. Oui, à l'époque, c'était une invitation. Donc, pour les 16 équipes invitées, continent africain, il y avait le Zimbabwe. Continent américain, l'Argentine, le Canada et les États-Unis. Pour le continent asiatique, le Japon. Pour le continent européen, il y avait l'Angleterre, l'Écosse, la France, le Pays de Galles, l'Irlande, l'Italie et la Roumanie. Et pour le continent océanien, l'Australie, Fidji, Nouvelle-Zélande et Tonga. Donc, la Nouvelle-Zélande qui a gagné cette Coupe du Monde en 87. Donc, il y a eu des groupes, et à l'issue de ces groupes, les quarts de finale ont été tirés. Donc, il y a eu la France contre les Fidji. La France s'est imposée 31-16 contre les Fidji. L'Australie-Irlande, Australie a gagné 33-15. Nouvelle-Zélande, Écosse, 30-3 pour la Nouvelle-Zélande. Pays de Galles contre l'Angleterre, 16-3. La France est ensuite tombée en demi-finale contre l'Australie. Et la France a remporté ce match 30-24. La Nouvelle-Zélande est tombée contre le Pays de Galles et a gagné 49-6. Et malheureusement pour nous, les Français, en finale, la Nouvelle-Zélande nous a mis une petite gifle de 29-9. Voilà à peu près pour les statistiques. Et nous avons également le meilleur, alors si je ne me trompe pas, le meilleur buteur de le meilleur marqueur de cette édition, c'est Greg Green, et Graham Fox, le meilleur réalisateur. Oh, mais je vois que l'anglais, c'est pas ton truc. Merci. Désolé. Merci, Eric, pour ces statistiques. Ah oui, c'est bien. C'est bien dans le sourire. Et à noter d'ailleurs que l'Afrique du Sud n'était pas dans cette édition, et pourtant on sait ce qu'il est advenu de cette compétition pour les Sudaf. Stéphane, avec peut-être un focus côté français dans cette édition, qu'est-ce que tu retiendrais de cette première édition ? Bon, écoute, déjà, ce qu'il faut retenir de cette première édition, donc l'AFSUD n'était pas là pour cause d'apartheid, évidemment, et de boycott des compétitions internationales des joueurs de ce pays. Ils se sont bien rattrapés en 95 ensuite, quand ils ont pu organiser la Coupe du Monde chez eux. Écoutez, à l'époque, c'était que les amateurs qui jouaient le rugby. On n'avait pas le droit d'être professionnel. On est devenu professionnel quelques années après, sous la pression de l'hémisphère sud. C'était dans les statuts du rugby qu'on devait être amateur. Si tu voulais faire pro, tu pouvais aller jouer à 13, mais à 15, il fallait être amateur.
Alors, il faut savoir que la Fédération française de rugby en 87 a quand même eu le droit de défrayer ses joueurs. Sachez que les joueurs avaient droit en francs à 140 francs par jour. Ça fait 22 euros. 22 euros par jour pour être défrayé, pour aller faire une Coupe du Monde ou pour aller faire un rassemblement à Marcoussis aujourd'hui. Je pense que les joueurs d'aujourd'hui rigoleraient de ces conditions. Mais voilà, c'était un sport amateur avec tout l'esprit et pas mal d'esprit qu'il avait. Donc les Français, comme vient de l'expliquer Aymeric, se sont sortis de leur poule malgré un premier match nul contre les Écossais. Des matchs, on va dire, notamment contre le Zimbabwe, qui était plutôt un match exotique et sympa. Le gros match de cette de cette Coupe du Monde pour nous les Français, ça a été la demi-finale contre l'Australie avec cet essai du bout du monde. Voilà, c'est un essai que Blanco est allé planter sur le poteau. Je ne sais pas si à l'époque, s'il y avait eu la vidéo, si l'essai aurait été accordé. Mais enfin voilà, on a vu une remontée de terrain à la française, du vrai French flair. Là aussi, ça a été un truc extraordinaire que pas beaucoup de monde a vu parce que le match avait lieu à 6h du matin, 6h, 6h30, voire 7h, côté Europe. Donc moi, je l'avais suivi parce qu'on avait un prof au collège qui avait mis la radio et qui nous donnait le résultat, sachant qu'à la radio, c'était pas non plus retransmis tout le temps le match. Et moi, j'ai su que les Français étaient qualifiés pour la finale en changeant de classe au cours de 9h le matin, parce que le gars qui était sur la table avant moi, il avait gravé sur la table en bois le score du match. Voilà comment j'ai appris, moi, que les Français allaient jouer la finale. Et la finale, en fait, voilà, quand tu fais des matchs comme ça, aussi costauds, souvent, tu as tendance à jouer ta finale avant la vraie. Les All Blacks nous attendaient. Ils n'ont pas laissé passer ce trophée qu'ils ont eu, on aura l'occasion d'en reparler, mais du mal quand même à remporter régulièrement, à part sur alors pas la dernière, mais l'avant-dernière et l'antépénultième Coupe du Monde. Sinon, ça a toujours été un petit peu compliqué pour les All Blacks. Et on voit que les Français n'y sont pas pour rien non plus. Ce que je voudrais faire, c'est quand même vous donner le 15 de départ de cette finale. Parce que moi, à l'époque, j'avais 12 ans en 87. Et franchement, voilà, moi, je joue au rugby dans un petit village. Et c'était... quand on avait la chance de croiser ces joueurs, notamment quand on avait des tournois de rugby avec les écoles de rugby, franchement, ça nous faisait le même effet que de voir le Père Noël à l'école. Voilà la compo de l'équipe. À l'arrière, Serge Blanco. La ligne de 3/4 de gauche à droite. En 11, Patrice Lagisquet. En 12, Denis Charvet. En 13, Philippe Sella. Tu en as parlé en tout début d'émission. En 14, Didier Cambera-Béraud, extraordinaire buteur, qui était placé à l'aile. Le demi de mêlée de cette équipe, demi d'ouverture, pardon, c'était Franck Ménel, le Parisien. Le demi de mêlée, Philippe Berbizier. La troisième ligne était terrible. En 6, Éric Champ, le Toulonnais. En 7, Laurent Rodriguez, qui ensuite a fait une belle carrière d'entraîneur. Et en 8, Dominique Herbani. Dominique Herbani, il y a son fils qui joue à Pau actuellement au rugby. La deuxième ligne, Alain Lorieux en 4 et Jean Condon en 5. Jean Condon était d'un village à côté de chez moi. Donc lui, si tu veux, c'était à la fois le Père Noël, à la fois Jésus. Enfin voilà, c'était quand tu croisais Jean Condon. En plus, physiquement, il était très impressionnant. Il avait des mains surdimensionnées. Enfin, c'était un solide, un costaud. Et quand tu allais du côté de Saint-André de Seignans, c'est que tu le croisais. Je peux te dire que si à l'époque on avait été un peu plus développé en tourisme, j'aurais monté les circuits de bus pour aller le voir parce que c'est des souvenirs de fou. La première ligne, c'était pas la plus tendre. On avait en 1 Pascal Ondars, en 3 Jean-Pierre Garuet et le capitaine était Daniel Duroca, qui était aussi capitaine du Sporting Union Agenais. Donc voilà, c'est vraiment des joueurs de légende. Voilà, c'est ma jeunesse de rugby, c'est la fin de l'école de rugby, c'est le début en cadet, mais c'est surtout plein d'images qui reviennent, des moments passés avec papa, avec papy, à regarder tout ça. Donc voilà, moi j'ai beaucoup d'émotions sur cette Coupe du Monde 87. C'est pas celle on va dire que j'ai le plus suivi à cause du décalage horaire. Puis bon, c'était quand même moins médiatisé que maintenant le rugby, mais j'en ai plein de souvenirs. J'ai des souvenirs même olfactif, tu sais, du repas de midi là, ou du matin, d'une petite omelette qu'on te préparait sur le coup de 10h. Bon bref, on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ça a été une Coupe du Monde faite par des amateurs. Je pense, Eric, qu'un jour on aura le plaisir d'accueillir ces héros, là, ces joueurs, ces premiers aventuriers de l'ère moderne du rugby. Parce que voilà, ils ont vécu un truc extraordinaire et ils nous l'ont fait vivre aussi de manière extraordinaire. Et des histoires qu'on a la chance d'avoir quand on croise encore ces joueurs de légende, je peux vous dire que
c'est quelque chose qu'on va vous faire partager dans cette émission. En tous les cas, tu en parles bien et avec émotion. Ça fait plaisir d'ailleurs de le sentir et de le ressentir, effectivement. Pardon d'être redondant, mais une fois par mois. On essaiera de donner un peu plus de temps parce que là, on est vraiment pris. Mais on avait tellement de choses à vous dire. À propos de cette Coupe du Monde, Aymeric, il y a quelque chose de très alors rigolo, je ne sais pas si l'adjectif est le bon, mais de préciser par rapport à l'engouement marketing qu'on connaît aujourd'hui. En 87, ce n'était pas du tout ça. Non, c'est une entreprise japonaise qui était spécialisée dans les câbles sous-marins, qui a signé la veille de la compétition pour 1,5 million de dollars. Donc c'est vraiment anecdotique, ça s'est fait au dernier moment. Cette entreprise japonaise a aligné 1,5 million de dollars. Voilà, pour la compétition. Seul sponsor de oui. Seul sponsor de cette Coupe du Monde. Juste, mais tiens, vous savez ce qu'on va faire, puisqu'il est 20h05, on est effectivement en direct. On va faire quelque chose qui n'était pas prévu, puisqu'on parle de sponsor. On va appeler quelqu'un qui, pendant France 2023, devrait s'occuper des sponsors. Je ne sais pas si on entend correctement le téléphone. Est-ce que, je ne sais pas, Aymeric, est-ce que tu peux me dire si on nous entend correctement le téléphone? On nous dit que oui. Voilà, alors j'espère qu'il va décrocher, parce que forcément, il n'est pas totalement informé de la chose. Ou alors peut-être parce qu'il voit mon nom, il ne veut pas décrocher. mais ce sera... Allô? Ah, messagerie Orange. Messagerie, il ne décroche pas. On a essayé d'être avec Quentin Debrand, qui est, je crois, au marketing, en tous les cas, il est à l'organisation de France 2023, et je peux vous assurer, mais vraiment, et je parle au nom de toute l'équipe, qu'on va tout faire pour que tous les mois, nous ayons une icône des Coupes du Monde passées ou de celle qui va arriver en France. Et je peux d'ores et déjà vous dire que nous aurons notamment quelqu'un qui a participé activement à l'acquisition de cette Coupe du Monde 2023. Ce sera dans les toutes prochaines semaines. Alors, comme on l'a dit que ça serait une fois par mois, il sera à minima dans un mois, mais il m'a donné sa parole, donc il sera avec nous. Et puis, je voudrais terminer en vous annonçant une autre bonne nouvelle au niveau des invités, même si effectivement on a eu quelques soucis avec Dominique Rizet qui viendra dans l'émission, ça aussi c'est garanti. Mais nous aurons la chance d'avoir, puisque tu évoquais tout à l'heure, Stéphane, le côté marketing, la communication et tout ça, nous aurons celui qui, lors des dernières Coupes du Monde, prenait place, finalement un peu à la mienne, sur un podium comme ça, ou derrière un pupitre, pour évoquer et les avant-matchs et les après-matchs, puisque Denis Brognard, l'animateur vedette de TF1, sera aussi dans le mardi c'est rugby pour évoquer son ressenti des Coupes du Monde passées et celle qui va venir, même si on ne sait pas encore qui aura les droits exactement. Bref, on a de belles émissions qui se préparent. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à Vincent qui est déjà disparu. Merci Aymeric. Merci Stéphane. Aymeric, on est d'accord que la semaine prochaine, on aura donc le médecin de l'Aviron Bayonnais pour parler de tout ça. Ce sera dans le mardi sur rugby la semaine prochaine. Je ne me trompe pas? Et effectivement, Eric, c'est Benjamin Lafourcade, médecin de l'Aviron Bayonnais. Voilà, il sera avec nous mardi. On se donne rendez-vous mardi à 19h. N'hésitez pas à partager, à liker, à faire ce que vous voulez, mais que le plus grand nombre se rende compte qu'une équipe de bout en train, de bras cassés peut-être, en tous les cas de passionnés, vous attendent tous les mardis en direct à 19h pour le mardi sur rugby. Bonne soirée à tous. Salut.